D'un lycée de préfecture, inchangé depuis la fin du XIXe siècle, d'un établissement, cours d'honneur d'un établissement qui a porté différents noms dans l'histoire. Il a été collège de jésuites, il a été école centrale au moment du directoire, il a été à nouveau collège, il a été enfin lycée et lycée impérial, mais sous Napoléon III. Et puis après, il est devenu, en 1870, lycée de Bourg et enfin lycée Lalande, donc dans les années 1885-86, au moment du début de la République, de la Troisième République opportuniste. Cette cour d'honneur est en quelque sorte donc le centre de la vie du lycée. C'était une espèce de place d'armes où l'on hissait les couleurs sur un mât disposé en son centre. C'est, vous l'avez compris, un symbole du patriotisme, mais c'est en même temps aussi un haut lieu de mémoire, puisque c'est dans cette cour, le 5 juin 1944, jour du baccalauréat, que la milice arrêta les lycéens figurant sur une liste qui avait été préétablie, en allant chercher ces lycéens dans leur salle d'examen. Tout cela va être développé par plusieurs lycéens qui ont été pilotés par leurs professeurs d'histoire, mesdames Trichard et Corazini, et ensuite vous aurez l'intervention des responsables de l'association Résistance Lalande, et notamment messieurs Figuet et Marinet. Je cède la parole aux lycéens. À l'occasion des Journées nationales de la Fondation, on nous a demandé d'évoquer des actes de résistance. Très précisément, ceux d'anciens élèves du lycée Lalande, c'est-à-dire ce lycée dans lequel nous sommes réunis en cette fin d'après-midi. Justement, il se trouve que, au cours de l'année scolaire précédente, certains élèves parmi nous ont présenté le concours national de la résistance. D'autres ont accueilli dans leur classe, dans le cadre du programme d'histoire, des anciens élèves résistants. Enfin, quelques-uns travaillent à la réalisation d'un film sur le même sujet. Bref, autant d'occasions d'écouter des témoignages, de poser des questions, de réfléchir, puis, peu à peu, de faire connaissance et de tisser des liens entre élèves d'aujourd'hui et anciens résistants. En particulier avec Christian Legault, Pierre Figuet et Jean Marinet, dont nous allons raconter les faits de résistance. C'est donc avec beaucoup d'émotion, en essayant au mieux de traduire ce que nous avons entendu, que nous allons tenter de retranscrire avec nos mots ces témoignages qui construisent notre mémoire. Dimanche 3 septembre 1939, les hostilités débutent à 16h. Ce jour-là, Christian déjeune chez son oncle Avona. 16h, il fait un tour dehors. Rien. C'était le grand calme dans la campagne bressane. Une journée d'été se déroulait. Cependant, le sentiment que la vie allait changer m'envahissait. Juin 1940, c'est la défaite. En 41, déjà 1 an d'occupation. Les privations ont commencé. Pour certains, un père, pour d'autres, un oncle sont prisonniers en Allemagne. Pour Christian, c'est son frère, dont il est sans nouvelles. L'occupation est pesante et se fait ressentir jusqu'en zone libre. Christian rentre au lycée en tant qu'interne. Il rencontre Marcel Thonon, un externe, et sympathise. C'est Thonon qui nous montre la voie de la résistance. Celui-ci lui fait découvrir le journal Libération. C'était formidable, il fallait que les copains lisent. Des tracts, feuilles d'information, journaux commencent à circuler grâce à l'aide d'un contact de Marcel Thonon, Paul Pioda, vitrier et imprimeur. Quelques phrases restent inscrites dans la mémoire de Christian. Faites lire ce journal, passez-le à un ami, parlez-en autour de vous. Notre tirage est fonction de votre courage. En février 1943,
c'est l'instauration du service du travail obligatoire. L'engagement dans la résistance se structure. Marcel Tenon est chef départemental de la Division nationale des Fuges. Christian, son adjoint, pense. La résistance a bougé. Agir était évident. Mais surtout, ne pas agir n'importe comment. Que faire? S'aborder un train? Impossible. Et si on détruisait les fichiers du STO? Christian, étant élève et interne au lycée, contacte 2 camarades ayant fini leurs études. Ceux-ci se font recruter au bureau du STO de Bourg. Les 2 camarades travaillent dans une pièce située au rez-de-chaussée, une aubaine. On se met d'accord pour laisser une fenêtre ouverte. Le jour J arrive, mais l'opération est impossible. La police patrouille devant les bureaux du STO. L'opération est annulée. On en conclut qu'il y a un mouchard parmi nous. Le doute porte sur un camarade qui avait déjà eu quelques ennuis avec la police. Le mouchard fut écarté. Nous organisâmes une seconde tentative. La deuxième était la bonne. Les fichiers ont été dérobés. Un vélo qui attendait dans la rue, équipé d'une remorque, est chargé. Les fichiers sont amenés à la ferme Paubelle et sont brûlés dans le four. Une après-midi entière aura été nécessaire. Le 22 mai 1943, arrestation de tous les complices du vol, excepté de Christian et de Marcel. Celui-ci se fait rattraper le 23. Christian, agissant sous un faux nom, reste libre. La milice essaye tant bien que mal de l'atteindre à la sortie du lycée. Elle ne le trouve pas. Il est interne. Christian, en termes de résistance, s'est grillé. En attente de faux papiers pour partir à Périgueux, il passe son bac. Le 18 juin, Christian rencontre son professeur, M. Cochet. Celui-ci est recherché. Christian l'aide à rentrer chez lui. Monsieur Cochet était notre professeur d'éducation physique. Lorsque nous rejoignions le stade en rang, nous entonnions « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Monsieur Cochet laissait faire. Pour nous, c'était clair. Il était certainement du côté de la résistance. Ce même 18 juin, lorsque Christian rentre à son tour chez lui, le boulevard de Brou désert, c'était bizarre. Et pour cause. Les policiers l'attendent chez lui. Au commissariat, il retrouve son professeur, M. Cochet. C'est l'interrogatoire. En slip, agenouillé sur une règle de bois qui lui brise les genoux pendant plus d'1 heure. Christian refuse de parler. Je niais mon appartenance à la résistance organisée. J'avais seulement distribué des tracts et des journaux que j'avais trouvés un peu partout. Christian, étant jeune, échappe à la brutalité des policiers. Il est successivement emmené à Lyon, puis à la centrale d'Est et finalement déporté en juin 1944 à Dachau. C'est l'enfer concentrationnaire. Libéré par les Américains, il revient en France. Il n'est que l'ombre de lui-même, pèse 35 kilos. Les contacts avec la résistance avaient été noués par l'intermédiaire de M. Pioda, un ancien officier de réserve. M. Pioda avait un magasin. Il fabriquait des encadrements. Il n'hésitait pas à afficher ses convictions. Il avait dans sa vitrine, comme d'ailleurs dans toutes les vitrines, le portrait de Pétain. En dessous de ce portrait, il avait placé une étiquette vendue. Ben oui, son portrait était vendu. La police n'a pas été très contente. Elle lui a rendu visite et lui a demandé d'enlever l'étiquette vendue. Alors, il l'a remplacée par une étiquette achetée. Paul Pioda a été l'un des créateurs du mouvement Libération dans le département. Dans son magasin, il avait imaginé de créer une course aux livres scolaires d'occasion pour les lycéens. Il a trouvé une oreille attentive auprès de 2 d'entre eux qu'il a chargé de créer la résistance au lycée. Le principe était de créer des groupes de 6, des sizaines. Pour des raisons de sécurité, lorsque 2 sizaines existaient côte à côte, les membres de ces sizaines ne se connaissaient pas. En principe, seuls les 2 chefs de sizaines étaient en contact. Comme cela, de fil en aiguille, 2 trentaines se sont constituées au lycée. Ainsi,
Il y avait 60 élèves résistants qui étaient prêts à faire des distributions de journaux, à arracher des affiches, à chahuter à certaines occasions. Mais aussi, ces 60 élèves s'étaient engagés à prendre les armes le moment venu, c'est-à-dire en principe au moment du débarquement.